salut les Terriens. Très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est André Glucksmann. Bonsoir. Alors, André Glucksmann, bonsoir. André, je vous le demande tout de suite, comme ça sera fait. La coupe à la Mireille Mathieu, c'est une coïncidence ou c'est plutôt un hommage? C'est un hommage de Mireille Mathieu à moi. Ah d'accord, bien, bonne réponse. Alors André, vous connaissez l'émission, en P1 nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de vos engagements, de vos luttes, de vos révoltes, et dernièrement, votre révolte contre les jeunes qui ne laissent pas de place dans le métro, quoi. En P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Guillaume Gallienne, de la Comédie Française et du Grand Journal de Canal+, où il présente les bonus de Guillaume en DVD. Il faut toujours dire Guillaume Gallienne de la Comédie Française. C'est comme les acteurs de Plus belle la vie. Le troisième invité sera Frédéric Lopez, l'animateur sur France 2 de Rendez-vous en Terre Inconnue et de Panique dans l'oreillette. Il nous dira comment il prépare son émission avec des cotons-tiges. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Charlotte Valandré, à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida et la sortie en DVD du film tiré de son autobiographie L'amour dans le sang. Nous parlerons aussi de la déclaration de Pierre Berger sur le Téléthon. C'est bientôt, le Téléthon. On va se taper un week-end avec Sophie Davant, bientôt. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors André, rebonsoir. Alors Glucksmann veut dire le chanceux ou l'homme bonheur, mais quand on s'intéresse un petit peu à votre enfance, on découvre que c'est un patronyme qui convient plutôt mal. Voilà. Alors vos parents étaient originaires d'Europe de l'Est. Ils se sont rencontrés au foyer national juif en Palestine dans les années 20, mais tous les deux regagnent l'Allemagne pour se mettre au service de l'internationale communiste. C'est très courageux de retourner en Allemagne, se battre contre Hitler quand on est juif dans les années 30. En plus, ils avaient deux filles. Alors vos parents vont rester en Allemagne jusqu'en 1937. Là, ils viennent en France et vous naissez, André Glucksmann, le 19 juin 1937 à Boulogne-Billancourt. Voilà. Alors, pendant la guerre de 40, votre père meurt dans des circonstances obscures. Son paquebot est torpillé. On n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé, en fait. Non. C'était un paquebot plein de réfugiés. Alors, ouais. Toutes les puissances avaient intérêt à se débarrasser des réfugiés. Ouais. Votre mère se retrouve en France, en zone non occupée, avec 3 enfants en bas âge, vous, vos 2 sœurs. Attendez, il y a une chose quand même qui est remarquable chez ma mère à ce moment-là. Ouais. Les responsables de son réseau clandestin en Allemagne lui disent « Écoute, comme ton mari est mort, on te doit de te sécuriser. Viens à Moscou avec tes 3 enfants. » Et là, elle est emmerdée comme c'est pas possible. Elle dit oui, bien sûr, mais il faut que je me prépare, etc. Ça ne se refuse pas. Ouais. Hein. Et finalement, elle se débrouille pour ne pas y aller. Ouais. Et ça, c'est un calcul extraordinaire, parce qu'elle s'est dit, il y a moins de raisons d'y passer en France, où j'ai quand même des amis, des réseaux, des connaissances, qu'à Moscou, où là, je suis entre les mains de la police et ouais. Vraiment, je ne peux rien faire. En fait, elle ne se faisait pas plus d'illusions sur Staline que sur Hitler. Elle met les deux à égalité, ce qui sera votre position plus tard dans votre lutte contre le totalitarisme, en fait. Exact. Un jour, vous êtes en zone non occupée, donc votre mère, vous et vos 2 sœurs, vous êtes arrêtés tous les 4 par des gendarmes français et vous êtes mis dans un camp de regroupement de juifs en partance pour l'Allemagne. Et là, votre mère ne se résigne pas du tout. Elle dit aux gendarmes français, je sais très bien où vous nous emmenez. D'ailleurs, c'est là aussi que vous finirez, dans les fours crématoires, si vous continuez. Les gendarmes ont mauvaise conscience. Et finalement, vous échappez à l'Allemagne, quoi, au train de la mort. Oui, c'était vraiment le mauvais canard qui risquait d'installer la zizanie. Ouais. Alors, deuxième leçon. La première leçon, c'est Hitler, Staline, c'est la même chose. Et la deuxième leçon, c'est mieux vaut parler que se taire, mieux vaut gueuler que s'écraser, ce qui aussi vous servira de leçon à vous beaucoup plus tard. Ah oui, oui, non, mais même tout de suite. Même tout de suite, t'as raison. Alors, votre mère continue donc dans la résistance et vous changez de nom.
vous devenez Joseph Rivière, alias Jojo. Et vous êtes impliqué, vous avez la clé de la maison où votre mère cache les réfugiés et les armes. Ouais. Mais c'était en face de la maison de la milice, comme ça, c'était tranquille. Comme ça, c'était réglé. Et donc, je fermais la porte avant d'aller à l'école, je cachais la clé et j'allais à l'école. Et un jour, j'ai oublié, j'ai mis la clé dans ma poche et un réfugié qui bafouillait vraiment le français est venu me chercher à l'école. Bon, je suppose que tout le monde a compris, les maîtres et le directeur, tout le monde s'est arrangé pour... Bon. Ouais. Alors, la Libération, votre mère s'occupe d'enfants juifs dont les parents sont morts dans les camps. Et là, vous découvrez les effets du mal. Un jour, il y a une fête, il y a des enfants endimanchés. Et vous voyez des enfants qui dansent les claquettes pour imiter le bruit des trains de la mort. Et ils étaient assez désaxés, évidemment. Ah oui. Il y avait les Rothschild qui voulaient que tout s'arrange, que ce soit fini, qu'on oublie, Bon, la guerre est finie. Et l'idée d'oublier et de faire semblant d'oublier, en fait, ça m'était insupportable. Alors, malgré votre mère, vous prenez votre carte du Parti communiste français. Bizarre, quand même. À 13 ans, en trichant, d'ailleurs, j'adhère là. Et puis, je suis tellement édifié que 17-18 ans, c'était fini. Alors, en 68, vous passez votre temps à refaire le monde, à draguer celle qui deviendra votre femme. C'est elle qui m'a dragué, c'est elle qui m'a forcé à aller dans des manifestations que je ne comprenais strictement plus rien. Elle vous a séduit comment, votre femme? Elle est belle, elle est intelligente. Voilà. Alors, c'est après 68, pour prolonger l'insurrection, que vous devenez maoïste. C'est-à-dire complice de dizaines de millions de morts. Une de mes grosses erreurs. Grosse erreur, oui, vous le reconnaissez évidemment. Vous avez honte aujourd'hui de ça? Oui. Moi, j'ai pas été assez prudent, là. Non. C'est là que j'ai compris l'utilité de Socrate, si vous voulez. Socrate, il avait un démon, une inspiration, mais cette inspiration ne lui disait jamais ce qu'il fallait faire, elle lui disait ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Vous n'avez pas eu votre démon. Voilà. Oui. Et donc, du coup, je l'ai cultivé après, quoi. Bah oui. Alors, vous rompez avec tout ça avec deux livres très importants, qui sont La cuisinière et le mangeur d'hommes et Les maîtres penseurs, qui ont été des événements. Vous rompez définitivement avec le marxisme, et c'est l'époque, on peut dire, des nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy et compagnie. Là, vous luttez pour les droits de l'homme, pour la liberté. Il y a eu la Bosnie, le Rwanda, le Kosovo, la Tchétchénie, l'Afghanistan. Alors, en 2003, vous soutenez l'invasion de l'Irak par l'armée américaine. Vous étiez bouchiste à l'époque? Non, j'étais pas bouchiste, j'étais anti-Saddam. Donc j'étais partisan de son renversement, et je dis, de gré ou de force. Quand Poutine envahit la Tchétchénie, ça vous dérange beaucoup. Et quand Bush envahit l'Irak, ça vous dérange moins. Ça me dérange moins parce que c'était un dictateur, il n'y avait pas de dictateur en Tchétchénie. Ouais. Et quand Netanyahou s'installe en Cisjordanie, ou quand Israël envahit la bande de Gaza, ça vous dérange moins? Non, ça me dérange autant, mais pas autant parce que Netanyahou, c'est pas Poutine. Il se fait élire en Poutine, mais il se fait élire comment? En trompant tout le monde. Et que d'autre part, en face de Netanyahou, il y a des gens qui ne sont pas extrêmement tendres et qui veulent la disparition de l'État d'Israël. Il y a quand même des frontières. Quand les colons s'installent en Cisjordanie... Pour l'instant, il n'y a pas de frontières reconnues, c'est ça le malheur. Mais je ne suis pas du tout pour l'installation des colons en Cisjordanie. Justement, nous on avait ici il y a 15 jours Yvan Attal qui nous disait mais il n'y a pas de problème de colonisation en Cisjordanie, puisque la Cisjordanie, c'est Israël. Oui, enfin moi je ne pense pas que la carte du monde ait été dessinée dans la Bible, excusez-moi. Ça tient à un reste de mentalité religieuse, ça tient à rien de la politique. C'est Jérusalem, les trois religions. Donc c'est l'idée, à mon avis absurde, parce que je suis philosophe, que c'est aux trois religions de s'entendre pour faire la paix. Elles ne se sont jamais entendues. Tant qu'il y aura, je ne sais pas, 400 millions de gens de confession musulmane qui pensent que vraiment l'Occident c'est une horreur, et qu'il faut donc absolument liquider le petit bout d'Occident qui s'appelle Israël, on n'en sera pas sorti. Simplement, entre Israël et les Palestiniens, ça cessera quand tout autour, ça s'apaisera. C'est pas demain la veille, donc? Non, c'est pas demain la veille. Alors, en 2007, vous soutenez Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est l'homme qui veut liquider 68. Ça, c'est le pire.
Pourquoi? Parce que, en fait, en France, il y a une religion politique. Alors, religion de droite contre religion de gauche et guerre de religion. Et alors, le type qui commence à dire, quelquefois je suis d'accord avec la gauche, quelquefois je suis d'accord avec la droite, c'est apparemment un renégat. Hein. Le soir du deuxième tour, vous êtes quand même passé au QG de Sarkozy pour le féliciter quand même. Ouais. 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 Il a remis la Légion d'honneur aussi. Oui, enfin ça, ça se refuse pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas quand même se croire beaucoup plus important que tous ceux qui l'ont eu. Oui. Hein. Ça a quand même une utilité. Si vraiment il y a un gros scandale, je la renvoie. Ouais. Très bien, on attend. Non. Ce qui est incroyable quand même, c'est que vous avez échappé à Staline, à Mao et pas à Sarko, finalement. Quoi. Mais si, je suis en train, là. Ah oui, on va en parler tout à l'heure. André, avant de passer à la suite de l'émission, je voudrais citer 2 livres que vous avez publiés récemment. Les 2 chemins de la philosophie chez Plomb, consacrés à Heidegger et à Socrate, et La plus belle histoire de la liberté, écrit avec Nicole Baccaran et Abdelwahab Medeb. Et nous accueillons Guillaume Gallienne, bonsoir, et Frédéric Lopez, bonsoir. Alors, Guillaume Gallienne, on le dira jamais assez, vous êtes sociétaire de la Comédie Française, et ce depuis 2005. Et à ce titre, vous êtes capable de tout jouer, évidemment. Est-ce que vous pourriez jouer l'invité vraiment heureux d'être là ce soir? Voilà. Est-ce que vous pourriez jouer l'invité qui regrette d'être venu et qui est prêt à se casser au moindre mot? Maintenant, encore plus difficile, l'étonnement devant la coiffure d'André Glucksmann. Alors, la Comédie Française, bon, c'est un peu chiant, évidemment, les pièces qu'il y a à jouer, mais l'avantage... Mais non. Ah non, c'est pas chiant du tout. Non, c'est très beau, bien sûr, c'est le patrimoine. Mais l'avantage... Mais on fait des créations aussi contemporaines. Hein. Ah oui. Mais oui, Genre. oui. Mais genre, par exemple, moi j'ai créé une pièce d'un auteur irlandais qui était tellement trash qu'il était carrément censuré en Angleterre. Gengis parmi les pygmées, c'était super trash. Ah oui. Moi je jouais une femme à barbe, normal. Bien entendu. Et j'avais des mini-orgasmes toutes les 2 secondes, je m'étouffais dans ma culotte et tout, mais c'était vraiment bien. Non, on fait des choses vraiment... Française. Mais oui, Oui. On le sait pas, oui, avec votre argent. On fait Non, l'avantage, c'est qu'on peut écrire Guillaume Gallienne de la Comédie Française. Et je m'en prive pas. Et Michel Denisot s'en prive pas non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Le premier mec de la Comédie Française qui bosse à Canal, il faut le dire quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ce que vous faites, c'est très bien. Ça s'appelle les bonus de Guillaume. Alors le concept, c'est des faux bonus de DVD en fait. J'aime bien les coulisses quand c'est vraiment intéressant, mais le making-of, souvent, à 8h moins le quart du matin, voir le petit neveu du producteur qui a jamais tenu une caméra et qui vous dit « Alors, on vous fait quoi On me maquille, ma poule, qu'est-ce que je te dise ?» Voilà, et où on est obligé de sourire et de la jouer grande famille et tout ça. Il n'est pas là, le travail. Enfin, voilà. Donc, En tout cas, c'est très bien. On regarde à quoi ça ressemble. Coco avant Chanel? Mais c'est pas un titre de film, ça, chérie, écoute. Et pourquoi pas Bébé avant Bardot ou Chirac après Chirac? Je veux dire, il y a déjà le petit Nicolas avant Sarkozy. Ah, c'est pas sur la jeunesse de Sarkozy? Ah, c'est le petit Nicolas de Sampé! J'étais personne. Ah non, mais si, j'adore Sampé, c'est... Merde! Brûlant, cette connerie. Pardon, non, excuse-moi. Oh, merde, je viens de saloper mon Chanel. Ah, écoute, non, 2 secondes, chérie. Si, évidemment, je t'écoute, oui. Teinturier! Chier, café brûlant. Oui, non, mais je ne m'érige pas en gardienne du temple, chérie, mais c'est juste que... Mais Coco, c'est très ambigu. Les gens vont penser que c'est un film sur les communistes ou je ne sais quelle connerie. Mais en plus, il y a déjà le film de Gad Elmaleh. Mais du coup, les gens, ils vont quoi? Ils vont penser que Gad Elmaleh est le père de Chanel, ou bien alors que c'est la bat mitzvah de la petite. Mais appelle-le Gabriel. Et les bonus de Guillaume sur Canal+, dans le grand journal de Michel Denisot, voilà. Alors, vous êtes un surdoué, hein. Il suffit d'aller voir le spectacle qui est actuellement en tournée dans toute la France, qui s'appelle Les garçons et Guillaume à table,
c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vu, j'adore, je vous conseille d'y aller. Ça va bientôt à l'Athénée, non? Oui, du 21 janvier au 20 février à l'Athénée. Il faut y aller. Alors là-dedans, vous faites votre coming out d'hétéro. On vous a longtemps pris pour un homo. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'enfant, vous croyiez que le seul moyen de vous faire distinguer par votre maman, c'était d'être une fille. Oui, parce que, oui, elle disait les garçons et Guillaume. Alors, je me suis dit, bon, bah, pourquoi faire partie de cette masse anonyme et plurielle qu'étaient les garçons? Pour continuer à être Guillaume, il faut surtout pas que je sois un garçon. Donc, voilà. Je me suis dit, il faut que je sois une fille. Donc, j'ai imité ma maman. Voilà, vous lui avez piqué ses gestes, ses expressions. Ouais, sa voix. Et oui. Et oui. 4 ans avec un phoniatre. Voilà, pour retrouver une voix normale. Enfin, normale, oui. La mienne, enfin, non, mais la mienne, la ouais. vôtre. Alors, vous dites, l'acte le plus viril que j'ai fait dans ma vie, c'est d'accepter ma féminité. Ben non, mais c'est vrai, c'est que au bout d'un moment, j'ai lâché. Alors, c'est pas un règlement de compte, hein, c'est charmant, c'est pas non plus une psychanalyse. Ça, c'est fait. Voilà. Vos parents sont allés voir le spectacle. Oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que votre père, acte manqué typique, il avait oublié son appareil auditif, quoi. Oui. Il avait peur parce que je suis un peu grande gueule et que j'ai toujours eu un peu la fonction du verbe dans la famille, de celui qui formule. Donc, il avait peur de, je sais pas, que je dise des choses dures, mais non. Enfin, il s'est rendu compte que non. Enfin, il s'est rendu compte, il a bien compris. Frédéric Lopez, rebonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose, en fait. Est-ce que vous avez un rapport avec Jennifer Lopez? Est-ce que je peux vous raconter une anecdote que j'ai vécue parce que vous étiez là? Oui. Dans la rue en 1998. Oui. J'arrive sur France 2. Jennifer Lopez n'est pas connue encore. Et on se croise dans la rue, je viens d'arriver. Il me dit des choses sympas, il me souhaite la bienvenue. Il me dit, par contre, franchement, hein, change de nom avec ce nom de concierge, ça va pas le faire. Et je le croise, donc Thierry Ardisson ici présent. Il s'en souvient pas. Quelques années plus tard, entre-temps, Jennifer Lopez est arrivée. Je dis, on en a parlé avec Jennifer, elle a glamourisé le nom. On a décidé de garder ce nom. Voilà. Vous n'avez pas peur d'avoir les mêmes fesses qu'elle en vieillissant, non? Pour les mecs, ça se passe ici. Alors, vous êtes le seul animateur d'origine espagnole à la télévision française. Oui, toi, la espagnole, non? Oh là là, que calor, vamos a la playa. Il lit ses fiches pour dire ça. Bah oui, bien sûr, oui. Yo no soy yo no soy marina, soy capitán, soy capitán. J'ai répété, hein. Alors, vous avez une autre particularité, Frédéric, vous avez des idées. Vous n'êtes pas obligé de piquer celles des autres, ce qui est quand même bien. Alors, vous avez inventé Panique dans l'oreillette. Alors, avant que ça existe, voilà l'erreur que j'ai faite pendant 7 ans. Oui. J'allais voir les patrons de programme et je leur disais, bon, il est communément admis que tout a été fait en télévision. Oui. Donc, tout le monde disait oui. Je disais, sauf ça. Ouais. Et là, je me tirais une balle dans le pied. Pourquoi? Ouais. Parce que les directeurs de programme, ça les rassure très naturellement de prendre un programme qui a déjà cartonné à l'étranger. Bien entendu. Donc, je me rendais pas compte que je leur faisais peur. Et en vérité, c'était pas le meilleur moyen de les convaincre. Voilà. Donc, il a fallu 7 années, voilà. 7 ans. C'est une idée extraordinaire, très simple. Et dans la bouche d'Ardisson, ça Voilà, me touche je dis, vraiment. j'aurais aimé la trouver. Ouais, c'est vrai. Alors, autre idée extraordinaire, rendez-vous en terre inconnue. Alors là, les mecs vous disaient ton truc dans le désert, ça marchera jamais. Il y a une personne qui va se reconnaître au bout du compte. Hein, Ouais, je la connais, moi. C'est vrai? On va dire son nom, il s'appelle Jean-Baptiste Jouy. Et lui, il croyait en d'autres projets, voilà. Et ça a marché. Et Muriel Robin était la marraine. Ça marche et ça, très, ça a très bien, cartonné. bravo. C'est une très belle émission, vraiment. Alors, c'est extraordinaire. Quand les papous voient Zazie chanter, ils se mettent à pleurer. Non, mais c'est vrai, c'est Non, pas mais une c'est vrai que le vanne. public rit. C'est que ils sont pas cons, les papous. Non, mais c'est fou parce que c'est 7 jours de voyage, des gens qui vivent, qui naissent et qui meurent dans la jungle, qui ne connaissent pas notre monde. Ils sont guerriers, vraiment, il y a des guerres tribales. Ils étaient allez, cannibales jusqu'en 92, et Zazie sur sa guitare, elle joue, et on ne sait pas la raison, ils se mettent à pleurer. Et quand on demande pourquoi, il dit parce que c'est tellement beau, ça me rappelle quand les oiseaux chantent, et là je pense à mon fils, etc. Oh là 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 là. C'est une scène Incroyable. incroyable. Et l'émission est pleine de scènes comme ça. Alors, vous avez aussi emmené Gilbert Montagnier, mais vous l'avez emmené en forêt de Fontainebleau, il croyait qu'il était au Tibet. Il a emmené Palmade chez les Touaregs, c'était le début de sa traversée du désert. Ça coïncide avec ma traversée du désert. Voilà. Et le prochain projet, c'est Sarkozy à la dalle d'Argenteuil. Alors,
L'émission est un gros succès, très gros succès. Il y a un livre qui sort chez La Martinière au Banel avec de sublimes photos, donc on peut tout retrouver, c'est-à-dire la vie des gens, etc. Les gens qui aiment En Terre Inconnue vont retrouver ces 9 destinations. C'est un témoignage sur la diversité de l'être humain aujourd'hui, parce que ce sont nos contemporains, les gens qu'on va voir. C'est un truc qu'on a du mal à imaginer quand on voit les papous. Et ce qui est extraordinaire avec Frédéric, c'est qu'il a vendu partout son concept de panique dans l'oreillette, mais il refuse de vendre celui-ci, c'est-à-dire Rendez-vous en Terre Inconnue, parce qu'il n'a pas envie que les télés du monde entier défilent chez les Dogons et chez les Papous. Voilà. Je m'entendrais me C'est comprendre. bien. Ils vont le faire sans moi. Hein. Ils vont le faire, oui. Ils vont vous piquer l'idée, à mon avis. Mais bon, alors, vous êtes d'origine modeste, comme moi. Père croupier, mère au foyer. Vous avez commencé à Autoroute FM. Quoi. Putain, c'est dur, la vie, quand même. Autoroute FM. Il faut y bosser, quand même. Joli parcours. Aujourd'hui, ça marche. Mais enfin, pour vous éviter de prendre la grosse tête, quelle est la plus mauvaise émission de Frédéric Lopez ? C'était en 91, sur Autoroute Info, toutes les 7 minutes. Il disait tout va bien sur l'autoroute et 40. C'était chiant. Écoutez et à faire. Très bien. Et voilà. Maintenant, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Laurent Neumann, directeur de la rédaction de Marianne, qui sera sur le plateau après le magnéto. He is a legend of war. You know his name. Sarko. And you know what he's capable of. Dormez, braves gens qui se lèvent tôt. Sa mission, faire régner l'ordre. Il est de retour. Projectile, attention! Et il n'a peur de rien. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Sans lui, la France est foutue. L'autorité et le respect, c'est de notre côté. La fraude et le soutien à la délinquance, c'est de l'autre côté. Au moins les choses sont claires. Avec lui, les choses sont simples. S'il y en a que ça gêne d'être en France, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Il va nettoyer la Tessie et pas forcément au Karcher. Ah là 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 là, ces campagnes électorales autour de la sécurité, c'est toujours les mêmes grosses ficelles. On croit que le public va se lasser et à la fin, ça cartonne au box-office. Reste calme, je suis là, sois tranquille. En même temps, faut bien reconnaître que ces films intello français nombrilistes sur des familles qui n'en finissent pas de se déchirer, ben c'est chiant. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Nous a rejoint sur ce plateau Laurent Neumann. Bonsoir, directeur de la rédaction de Marianne. Alors, l'information de la semaine, c'est évidemment le lancement des élections régionales par Nicolas Sarkozy sur les thèmes sécuritaires. Alors, c'est pas nouveau, hein, la droite fait le coup à chaque élection. En même temps, il faut les comprendre. Tant que ça marche. Il y a quelques sondages qui semblent indiquer une remontée du Front National, et puis rien ne fonctionne. Donc quand rien ne fonctionne, on revient au sujet de base. Les sujets de base, c'est quoi ? C'est l'insécurité, c'est l'immigration, c'est l'identité nationale. Et on assiste depuis quelques jours à une série de mesures, entre nous, complètement hallucinantes. Je prends deux exemples très rapides. Un, Éric Besson veut combattre les mariages gris. Oui. Alors là, il va falloir juste qu'on m'explique comment. Est-ce qu'il va falloir mettre un flic ou un juge dans toutes les chambres à coucher pour savoir si les relations entre les hommes et les femmes sont sincères, pas sincères, si l'un des deux fait ça que pour avoir des papiers? C'est que de la démagogie pour dire, voyez bien, nous, on s'en occupe, on sait très bien que ça ne marchera pas. Deuxième exemple, on sort du chapeau une histoire d'un nouveau délit, on veut créer un nouveau délit de violence psychologique faite aux femmes. Donc là, ce sera plus un flic ou un juge dans la chambre à coucher, ce sera un flic ou un juge carrément dans l'appartement à demeure pour savoir lequel des deux fait pression sur l'autre, lequel est insupportable. Donc, on voit bien que tout ça, c'est une façon d'occuper l'espace. Et puis, il y a l'image, le retour en Seine-Saint-Denis. Sarkozy au Perreux qui a dit « Les voyous qui se lèvent à 5h de l'après-midi pour vaquer à leurs activités, on les aura. Et si on n'arrive pas à les choper, on les chopera sur le train de vie. Donc faites gaffe, les mecs, planquez les Porsche, parce que c'est ça. » Surtout que Sarkozy est quand même là depuis 2002, d'abord ministre de l'Intérieur et ensuite président de la République. Il y a eu 23 lois sur la sécurité en France depuis qu'il est là. Puis en réalité, les chiffres de la délinquance, on voit que c'est pas mieux. Il a pris un certain nombre de mesures, non pas comme il dit par pragmatisme, mais réellement par idéologie. Une mesure toute bête qui aurait dû réunir la droite et la gauche, la police de proximité. Tout le monde sait qu'il n'y a que ça qui marche. On l'a supprimé que pour des raisons idéologiques. Et d'ailleurs, on va finir de toute façon par y revenir. On ne parle que de Sarkozy parce qu'on n'a rien à dire
en face. Ouais. Hein. Malgré tout, la sécurité, c'est un droit de l'homme. La même chose sur l'identité nationale. Hein. C'est quand même pas rien. Et Michelet, et Victor Hugo, et Jaurès ont toujours parlé de l'âme de la France, etc., ou de l'identité nationale, peu importe le mot. Hein. Dire que Sarkozy l'emploie, oui, c'est évident. Pour les élections, oui, c'est évident, mais il ne l'emploierait pas si ça ne faisait pas du mal, parce que les socialistes ou l'opposition se tait sur ce sujet. C'est le silence de la gauche qui fait la grandeur de Sarkozy. Mais ceux qui nous demandent d'en parler sont ceux qui, comme par hasard, atteignent le plus à l'identité nationale depuis 2 ans et demi. C'est quoi l'identité nationale? C'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. C'est une identité de langue, de culture, de destin. Est-ce que ces valeurs-là sont respectées aujourd'hui? Que c'est aussi simple que de lire que sur le fronton des mairies, même en ajoutant laïcité, voilà, c'est ça l'identité nationale. Visiblement, c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous vivons avec les enfants du siècle qui sont dans la sourde angoisse des déracinés. Qu'est-ce que c'est être déraciné? Sinon, avoir un ébranlement dès qu'on parle d'identité nationale, ne pas savoir ce qu'on sait. Et franchement, dire c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice et la laïcité, c'est valable pour l'abonnement à Marianne, mais c'est vraiment tout. Bon, ok. Moi, ce qui me dérange, c'est plus... j'ai l'impression qu'il essaye de nous imposer un modèle américain. C'est Colombani, je crois, qui disait c'était un Hongrois en partance pour les États-Unis qui a posé ses valises en France. Oui. Et j'entends ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination comme ça pour l'Amérique, l'idée de les mariages gris, finalement, aux États-Unis, on voit bien comment ils le contrôlent. C'est pas du tout en foutant un flic dans la chambre à coucher, c'est en posant des questions extrêmement intimes et tout ça. Et cela dit, ça marche, quand même. La question, c'est de savoir si c'est ce qu'on souhaite, nous, ici. Voilà, mais lui, apparemment, le souhaite pour nous. Le seul problème, moi, je trouve, c'est l'incohérence quand ça va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand son ministre de l'Intérieur tient des propos sur la communauté maghrébine, comme il en a tenu, on a bien vu sur le net, je veux dire, ça a fait le tour, et que le type n'est pas limogé dans la minute, là ça, c'est pas américain, pour le coup. Parce qu'aux États-Unis, le type est viré, manu militari, quand même. Je veux dire, un secrétaire d'État tient des discours comme ça sur la communauté hispanique aux États-Unis, juste bye-bye, au revoir. Et puis surtout, dans 5 ans, on le retrouve pas, le mec. Il est parti, on le revoit plus, au revoir. Quand on parle de la France, l'identité nationale, c'est un État-nation. La France, c'est pas les États-Unis, on n'est pas une fédération, on est un État-nation, on est unique au monde. Et on peut pas fonctionner, on peut pas nous imposer le modèle américain. Un État-nation issu de l'immigration. Aussi, on est une des plus absolument. grandes terres d'immigration. Mais il y a eu hortefeux, mais l'autre jour, on a vu dans le petit journal de Yann Barthès, Chirac dire exactement le même genre de truc, et personne ne dit rien. Oui, quoi. mais lui, il est vraiment parti, Oui, alors lui est parti, que oui, l'autre t'as est raison. encore ministre de l'Intérieur. Bon alors, Frédéric. Non, moi je fais des musiques qui est un peu humaniste, où je passe mon temps à montrer des gens au bout du monde qui ont d'autres préoccupations que de venir nous envahir, parce que finalement, s'ils avaient un peu plus d'eau, les Dogons, ils resteraient chez eux. Ils sont très très heureux chez eux. Donc c'est des questions beaucoup plus complexes, un peu plus existentielles que ça, quoi. À un moment donné, on est dans des trucs franco-français. Après, c'est aussi ce que la presse en fait. Bien, vous êtes content de voir André, là, vous l'allumez quand même dans Marianne, non? Un peu de temps en temps, oui. C'est Ouais, vrai qu'on on n'est pas souvent sur la même ligne. Ouais. Non, mais on peut débattre. J'ai lu dans Le Monde un papier passionnant, Tribune d'André Glucksmann, à propos de la vente d'armements, de bateaux de guerre, en l'occurrence de la France, à Vladimir Poutine. Vous savez ce qu'il pense de Vladimir Poutine. Et donc, c'est la première fois depuis 2 ans et demi que André Glucksmann critique Nicolas Sarkozy. Je suis très étonné que vous ayez mis 2 ans et demi à vous rendre compte que finalement, la réelle politique, elle n'avait pas cessé d'être avec Nicolas Sarkozy. Simplement, je m'étonne que vous ne soyez pas intervenu pour vous plaindre de l'attitude de la France au moment de l'élection d'Ali Bongo, au moment de l'avenue du colonel Kadhafi, par exemple, à Paris, ou même lorsque votre ami Bernard Kouchner a eu des gros ennuis, des affaires de gros sous avec des dictateurs africains. Alors pourquoi il y a ce 2 poids 2 mesures ? Je ne travaille pas à Marianne et je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire que je n'ai pas à prendre position au jour le jour sur tout ce qui se passe. Hein. Par contre, quand personne ne prend position, c'est là que les intellectuels, en principe, devraient prendre position. C'est-à-dire que je ne suis pas pour la gauche, je ne suis pas pour la droite, je suis pour les gens qui luttent pour la liberté. Quant à savoir
Hein, si les relations de machin avec truc, ben, ça, vous en faites votre affaire. Il n'y a qu'à lire et Match et Marianne. Moi, je ne suis pas chargé de dire le bien, le mal, ce que vous faites toutes les semaines, va comme ça. Du coup, et c'est la deuxième question et la dernière, si vous m'autorisez, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas de votre part une fixation sur Poutine? Voilà, c'est une question. Attendez, là, vous pouvez même dire que Marianne, qui a aussi des critiques uniquement dirigées contre moi, a même affirmé la semaine dernière que parce qu'il y avait je ne sais quel séisme en Russie qui avait élargi la Russie de 3 km, Glucksmann a oublié de protester parce que, évidemment, cet imbécile ne peut que protester. À part ça, je ne le connais pas, ce bonhomme. Oui, non, mais il est très bien, Laurent. Il est très bien. Il est très bien, Laurent. Autre chose dans l'actualité de la semaine, Christine Boutin qui est pour la réouverture des maisons closes. Ah, voilà, je savais pas. C'est vrai, un vrai truc. Ah, je savais pas. C'est drôle, là. Ah oui? Moi, je vais voter Boutin. C'est extraordinaire. Les maisons closes, je ne suis pas sûr que ce soit du rôle de l'État de s'en occuper, et encore moins du législateur. Ah oui, d'accord. C'est un député, je crois, à la Chambre, le jour où le dernier claque a été fermé, qui était à la Chambre, avait dit « Messieurs, je suis passé telle rue, tous ces volets ouverts, quelle tristesse !» Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, Guillaume. Comédie française. Merci d'avoir été avec nous en tous les cas. Merci à vous. Donc, vous achetez le DVD. Et si vous voyez son spectacle, vous allez le voir, voilà. Nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Charlotte Valandré, bonsoir. Toujours en compagnie d'André Glucksmann, Frédéric Lopez et Laurent Neumann. Charlotte Valandré, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la sortie en DVD de l'adaptation de votre autobiographie « L'amour dans le sang », qui a réuni 4 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur France 3, un film bouleversant, produit par notre ami Dominique Besnéard, voilà. Nous parlerons aussi de la polémique lancée par Pierre Berger au sujet du Téléthon, et on rejoint la célèbre phrase de Pierre Desproges, « Il faut donner pour le Téléthon, c'est toujours ça que le SIDAction n'aura pas. » Voilà, on en reparlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Déclaration de Laurent Fabius, je ne suis pas la pom-pom girl de DSK. Heureusement, c'est très risqué d'être une pom-pom girl en présence de DSK. Oui. Dès que tu lèves tes bras pour agiter tes fagnons, DSK était à Paris cette semaine. Quand il est en présence d'un journaliste homme, DSK est normal. En revanche, quand il est avec une femme journaliste, pour cacher qu'il est content, Dominique se met... À 4 mois des régionales, Nicolas Sarkozy est retourné en banlieue, cette fois-ci pour nettoyer la racaille. Le président a choisi un fusil. Parce que le problème du Karcher, M. Ardisson, c'est qu'il faut recommencer chaque année. Je ne sais pas si vous avez une terrasse, mais même avec un jet puissant, il faut recommencer. Alors que le fusil, c'est définitif. Et le gros avantage du fusil d'assaut, M. Ardisson, c'est qu'on peut recharger en restant épaulé. Parce que, comme dit si bien mon ami Brice Hortefeux, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs, c'est bien de rester épaulé. Enfin, moi, malheureusement, les épaules qui bougent, je ne peux pas tirer, sinon je fais du ball-trap, M. Ardisson. Christine Boutin relance le débat sur les maisons closes. Les associations de défense des prostituées s'insurgent. Un corps n'est pas une marchandise. Ouais. Surtout celui de Madame Boutin. Dans une maison close, ça part pas. Ah non, non, même soldé, en 2e, 3e démarque. Non, non. Ah, c'est un coup à finir dans les invendus. Ah, le Boutin, non, non, ça part pas le Boutin. Déclaration de Pierre Lelouch. On s'entend très bien avec Bernard Kouchner. Il m'appelle Louche, je l'appelle Couche. Il y a une super ambiance au ministère des Affaires étrangères. Ça va, mon Louche? Et toi, mon Couche?
Tu me serres la louche? Arrête mon couche. Si tu me touches, je te prends la bouche. Le gant de Michael Jackson, adjugé 350 000 $ aux enchères, c'est que dalle à côté de la main de Thierry Henry qui aurait rapporté 862 000 € à Domenech. Sinon, le doigt d'honneur aux Irlandais, c'est cadeau, c'est offert. Gérard Rolls va jouer au théâtre dans une pièce de Harold Pinter. Non, 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 ce n'est pas une animation pour le Téléthon. Non, 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 non. Gérard est sur scène pour plusieurs mois. C'est comme ça. Roland McDan a joué en pensant à Louis de Funès. Et nous, en regardant McDan, on a pensé à Roland McDan. La high-tech japonaise au service des handicapés, le lit devient fauteuil grâce à une commande vocale. On peut également aller aux toilettes ou prendre un bain, toujours sur commande vocale. C'est super pratique et puis ça peut amuser les enfants. L'handicapé est en train de dormir, tu l'envoies aux toilettes ou sous la douche. Des trafiquants de graisse humaine arrêtés au Pérou, ils tuaient des paysans et revendaient leurs tissus à des fabricants de produits cosmétiques. C'est horrible, oui, c'est horrible. Si ça se trouve, on s'est mis une crème de nuit à base de paysans péruviens. Six femmes ont reçu pour la première fois une prothèse mammaire d'origine porcine. Pour tous ceux qui ne mangent pas de porc, c'est compliqué. Ou alors, il faut coucher avec elle sans lui lécher les tétons. C'est dommage. Après la sortie d'un Monopoly du 93, bientôt la sortie d'un Monopoly du 92, les Hauts-de-Seine. Il est vachement bien. Tu peux acheter des villes comme Neuilly et Levallois. Et puis les cartes chance sont super. T'as la Patrick Balkany. Avec elle, tu peux demander à des employés municipaux de faire le ménage chez toi, gratis. Tu peux aussi te faire une petite gâterie par une frangine avec un 357 Magnum. Puis t'as la carte Charles Pasqua, la Charlie. Avec elle, tout ce qui est magouille, dessous de table, abus de confiance, c'est super. Attention, avec cette carte, tu peux repasser directement par la case prison. Et pour t'en sortir, faut que tu balances tous tes poteaux. Mais la meilleure carte, crois-moi, c'est la Jean Sarkozy. Aïe! Là, tu peux tout gagner sans rien branler. Pas d'études, rien. T'es servi. Royal au bar. Une pub contre les Thierry en Irlande. Tous les visiteurs internationaux arrivant à l'aéroport de Dublin peuvent lire le message suivant. Bienvenue aux touristes, à l'exception de ceux qui s'appellent Thierry. Donc malheureusement, Thierry, votre petit week-end en Irlande, c'est même pas la peine d'y penser. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Très inspiré aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à l'invité de 20h. Charlotte Vendré, rebonsoir, ça va? Ça va très bien, merci. Alors Charlotte, vous êtes devenue célèbre avec un film qui s'appelait Rouge Baiser de Vera Belmont, mais vous n'avez pas connu au cinéma la carrière que vos débuts semblaient promettre. Vous deviez jouer le rôle de Vanessa Paradis dans Noces Blanches, le film de Jean-Claude Brissot. Les assureurs ont refusé à cause de votre séropositivité. Ils n'ont pas voulu s'engager. Heureusement, quelques années plus tard, malgré des réticences dues aux rumeurs, TF1 vous a choisi pour être la fille de Pierre Mondy dans Cordier, Juge et flic. Gros succès. 11,5 millions de téléspectateurs. Et il a fallu presque 20 ans et une greffe du cœur pour que vous vous décidiez enfin à dire la vérité. Dans votre autobiographie, parue en 2005, L'amour dans le sang, ou Cherche Midi, le film qui en a été tiré a fait un carton sur France 3, 4 millions de téléspectateurs, il sort en DVD, et on regarde à quoi ça ressemble. Vous êtes séropositive.
Alors, ce n'est pas le sida, hein, c'est le virus du sida. Mais je vais obligatoirement l'avoir, le sida, non? Ah, pour le moment, on ne sait pas, non. Mais à tout moment, le virus peut devenir actif et affaiblir vos défenses immunitaires. Et ce sera à ce moment-là que le sida peut se déclarer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Il n'y a pas de traitement. Pas pour l'instant. Docteur, j'ai 18 ans et je vais bien. L'analyse, là, je m'en fous. C'est pas possible, vous comprenez? S'il n'y a pas de traitement, je serai pas malade. Pourquoi moi? Mais pourquoi ça? Pourquoi? J'aimerais faire marche arrière comme après un accident. Quand on s'en veut tellement qu'on aimerait refaire la scène. Juste un pas en arrière. Je veux une autre chance. Pourquoi frappe-t-on si fort sur mon corps de gosse? Et David, tu l'as revu? Non. Jamais. Tu lui en as voulu? Non. J'étais amoureuse. Enfin, c'est sûr, hein, j'aurais préféré qu'il reste avec moi et qu'il me laisse pas toute seule avec ça. Qu'on soit deux à se protéger, qu'on se promette de pas mourir. David est mort quelques années plus tard. Voilà L'amour dans le sang de Vincent Monet en DVD, film bouleversant que j'ai revu à l'occasion. Alors voilà, donc quand on lit votre bouquin, quand on voit le film, on apprend que vous avez appris la nouvelle en ouvrant le courrier un jour. Il y avait une carte postale de Thaïlande avec une mer très bleue, et puis il y avait une enveloppe blanche. Et dans cette enveloppe blanche... Il y avait une lettre, oui, un mot, enfin une lettre du laboratoire qui disait « Séropositif, veuillez nous recontacter ». Voilà. Mais bon, je mets très vite de côté, hein. Je lis le courrier, je vais refaire un examen, et puis je me dis, ça n'existe pas. Voilà. Vous ne savez pas qui vous a contaminé, en fait? Bah si, je sais. Bah, je vais pas vous le dire. Ouais. Vous l'avez jamais dit? Non. À l'époque, vous preniez des risques ou vous étiez juste insouciante? En 86, à qui on aurait pu dire, vous prenez un risque quand vous faites l'amour avec quelqu'un dont vous êtes amoureux? On n'en parlait pas encore. Hein. Ouais. Et en plus, ça s'est passé en très peu de fois, quoi. Donc, non, j'étais, je sais pas, pleine de vie et amoureuse, tout simplement. Et quand on en parlait, c'était pour dire que c'était des toxicos, des homos? Puis c'était, on ne sait pas si on en a pour 1 mois, 6 mois, 1 an, voire 3 ans. Alors, vous décidez de rien dire, parce que, évidemment, vous avez peur de plus travailler, vous aviez raison. Heureusement que je ne l'ai pas dit. Heureusement, oui. Heureusement, parce que 20 ans après, quand je vois comment les gens réagissent, je me dis que j'ai bien fait de ne pas le dire à 18 ans, parce que je crois que j'aurais pas du tout travaillé. Ouais. Alors, vous restez seul avec votre maladie, vous décidez de donner le change, quoi, de faire semblant et de donner votre vitalité en spectacle. Bah, de continuer, et puis c'est parce que j'ai travaillé que j'ai tenu le coup aussi. Hein. Ouais. Quand vous rencontrez des garçons pendant toute cette période... je suis toujours honnête. Hein. Oui, vous leur avez dit, à chaque fois. À chaque fois. Les réactions, c'était quoi, en général? Il y a les 2 hommes de ma vie qui sont restés avec moi, il y en a qui sont partis, il y en a qui bandaient mou, il y a de tout. Hein. Ouais. Alors, des années sans problème, finalement, physique, je veux dire. J'allais très bien, je sortais, je travaillais, j'étais en forme. Heureusement. Et un jour, les analyses sont moins bonnes. Vous êtes obligé de commencer un traitement. C'est pas qu'elles sont complètement moins bonnes, c'est que le virus augmente un petit peu. Et à l'époque, c'était Willy Rosenbaum qui me suivait. Et il me dit, je crois qu'en prévention, moi je suis pour en tout cas qu'on entame une trithérapie. Et c'était en 96. Et quelles sont les conséquences physiques des trithérapies? La première année, j'ai eu mal au ventre quand même. J'ai tendance un peu à oublier, mais j'avais souvent mal au ventre. Une fois que ça a été, mon estomac l'a accepté. Après, j'ai eu un peu de lipodystrophie quand même à cause de la trithérapie, mais au bout de 10 ans. Ouais. Mais je masque bien. Et puis il y a eu cet infarctus, quoi, qui vous a amené à être greffé. Oui, en fait, ça n'avait rien à voir. L'infarctus n'était pas dû à la trithérapie. Ils savent pas, mais aujourd'hui, je suis la seule séropositive greffée cardiaque en France. Il n'y a pas. On était 3 avant, donc il y en a 2 qui sont plus là, et donc il n'y a pas assez de recul pour savoir si la séropositivité est liée pour quelque chose. Ouais. Donc là, vous avez le cœur de quelqu'un d'autre. J'ai le cœur de quelqu'un d'autre, oui. Je remercie. Je pense, mais bon, je peux pas savoir. C'est extraordinaire. Puis vous faites un enfant aussi. Oui, je fais un enfant avant mon infarctus. Ouais. Une super petite fille qui va super bien.
C'était un risque quand même, non? Il n'y avait pas une chance qu'elle soit séropositive Non, à la autant à naissance? 22 ans, j'avais avorté malheureusement d'un compagnon que j'adorais, parce qu'on me disait il y a une chance sur 2, autant au moment où on a conçu Tara, à partir du moment où je continuais la trithérapie, il y avait très très peu de chances, voire quasi nulle, que l'enfant soit contaminé. Vous avez accouché par césarienne aussi? Oui, et Tara a eu de l'AZT pendant 1 an. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi votre traitement alors? De rêver, d'aimer la vie, de m'être construite, d'avoir repris confiance en moi, l'envie de retravailler, et c'est 18 ou 19 médicaments par jour. Vous avez réagi comment quand vous avez entendu Pierre Berger dire « Le Téléthon parasite la générosité des Français ». Pourquoi il y a 100 millions de fonds récoltés pour le Téléthon? Pourquoi il y en a 18 pour le SIDAction? Pourquoi Après, je ne suis pas contre qu'on montre des enfants myopathes et qu'on essaye de sensibiliser le public par rapport à ça. Il faut bien un moyen pour le faire. Mais je trouve ça dommage qu'on ne le fasse pas aussi avec le SIDAction, parce qu'il y a des enfants qui sont orphelins, il y a des enfants qui perdent leurs parents, il y a des enfants qui sont sous traitement aussi. Et c'est dommage que chaque année, il n'y ait pas un moment donné pour qu'on arrête de banaliser cette maladie qui est quand même encore aujourd'hui un grand fléau. Enfin, c'est pas anodin d'être séropositif quand même. Alors on va en parler, mais d'abord, on va regarder un édito de Blacko. Ah bah bravo Pierre Berger! À cause de lui, en donnant au Téléthon, au lieu d'aider les enfants myopathes, on aura l'impression de faire du tort aux malades du sida. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Avant, quand on donnait aux malheureux, ils vous disaient merci. Et ben maintenant, on se fait engueuler. J'accuse que 100 millions d'euros pour le Téléthon ne sert à rien. Alors, si on donne aussi d'actions, il y a Bernadette qui va réclamer plus de pieds jaunes. Si on donne plus de pieds jaunes, c'est Goldman qui va nous réclamer sa part pour les restos du cœur. Et puis, il faut pas oublier Emmaüs, hein, sinon, hop, il y a l'abbé Pierre qui se retourne dans sa tombe. Il n'y a plus moyen d'avoir bonne conscience. Dès qu'on donne à l'un, l'autre est jaloux. Une telle rivalité entre les bonnes causes, franchement, ça devient indécent. Merci d'être à nos côtés et de faire le 36-37. Si vous voulez sauver un enfant myopathe, tapez 36-37. Si vous préférez sauver un malade du sida, tapez 110. Et attention, notre ici nous apporte les résultats et c'est, bien sûr, le petit myopathe qui emporte votre sympathie avec plus de 100 millions récoltés, soit 15 fois plus que pour le malade du sida. Ils ont trop d'argent. Il a raison, Pierre Berger. Le Téléthon, c'est vraiment populiste. Et en même temps, le populisme, c'est le nom qu'on donne à la démocratie quand le peuple n'est pas de votre avis. Alors n'oubliez pas le 36-37. Voilà, édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Pierre Berger parle d'exhibition populiste indécente. Est-ce que c'est populiste de montrer des malades à la télévision? Non, je ne crois pas que ce soit populiste, mais je crois que derrière le débat posé par Pierre Berger, il y a une autre question que personne n'ose aborder. Pourquoi il y a cette concurrence, cette compétition acharnée entre les causes? C'est horrible, horrible d'être obligé de faire la course entre souffrances. C'est insupportable. Mais pourquoi il y a ça? C'est qu'en réalité, l'État a abandonné toute une série de ses missions de service public et la recherche est obligée de se retourner vers la générosité des donateurs pour remplir les missions que l'État ne remplit plus. Si vous imaginez que 70% de la recherche, par exemple, contre les maladies rares, dépend de l'argent du Téléthon, ça veut dire que l'État n'est plus là ou ne remplit plus son rôle. Alors effectivement, c'est compliqué. Et Pierre Berger a dit autre chose, où là, à mon avis, il se trompe totalement. Il a dit, au fond, la solution pour régler ce problème-là, c'est de faire une seule grande émission où tout le monde donnerait pour toutes les causes. Alors ça, c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence, pour une raison toute simple, c'est qu'on a des chiffres, des études maintenant, 2 donateurs sur 3 est fidèle à la cause qu'il défend. Donc ça aurait l'effet exactement inverse si on disait aux gens, mettez votre argent dans un puits sans fond, sans savoir à quoi il va être utilisé. Puis la deuxième chose, c'est quand vous donnez au Téléthon, toutes les recherches que ça va financer aideront sans doute un jour à soigner le sida. Moi, je trouve de toute façon scandaleux de poser les deux. Hein. Je trouve aussi scandaleux de dire qu'il n'y a que l'État qui devrait régler le problème. Moi, je trouve que les gens qui donnent leur argent, ils ont raison. Bien sûr. Et c'est absolument nécessaire et que l'État ne peut pas tout régler. Bon, mais... Le problème, c'est que le myopathe, ça arrive comme ça parce que c'est une question de nature. Hein. Il y a quelque chose qui se passe dans la nature, qui se détraque, etc. Alors que le sida, on sait qu'on y est pour quelque chose. Si vous voulez, c'est pas une question de tabou.
Mais dès que je m'intéresse au sida, je suis obligé de dire, mais je pourrais très bien être à votre place. Frédéric, vous avez une idée quand même là-dessus. Il y a une idée en fait qui m'a été soumise il y a 6 mois, qui va pas régler tout, mais qui va exactement dans ce qu'on est en train de se dire. Alors comment faire de l'humanitaire sans faire l'appel aux dons ? A priori, ça n'existe pas. Et donc, il y a 2 personnages que j'ai envie de citer. Il y a une fille qui s'appelle Ondine Kayat et Frédéric Koskas. Ça fait 10 ans de leur vie qu'ils se battent pour une idée que je trouve géniale. C'est de créer un loto mondial humanitaire ou solidaire. L'idée, c'est qu'on va changer la répartition des gains du loto sur des tirages additionnels, exceptionnels. Eh bien, on va changer la répartition et on va prendre un pourcentage pour les ONG, toutes causes confondues. Et donc, voilà, ça s'appellerait Parions pour un monde meilleur, en anglais Bet for a Better World. Et moi, j'adore l'idée que les gens, s'ils jouent au loto, ils gagnent le jackpot, ils perdent, ils gagnent un monde meilleur. Très bien. Bravo. Voilà, c'était Salut les terriens, avec André Glucksmann, pour les 2 chemins de la philosophie chez Plomb et la plus belle histoire de la liberté au seuil, Guillaume Gallienne, pour le DVD Les bonus de Guillaume, chez Studio Canal, et son spectacle Les garçons et Guillaume à table, en tournée dans toute la France, Frédéric Lopez. Pour Rendez-vous en terre inconnue, le livre, aux éditions La Martinière-Robanel. Merci. Laurent Neumann de Marianne, Charlotte Volandré, pour le DVD L'amour dans le sang. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrète et mes amis de Groland Magazine. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.